Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine sur Sika TV. Bienvenue dans le journal de l'économie. Les revenus touristiques connaissent une légère hausse à Maurice. Ils ont augmenté de 5% en 2017. La filière pommes de terre prendra bientôt un nouvel envol au Rwanda. 120 millions de dollars y seront injectés. Enfin, le Nigeria a entamé une lutte contre les importations de produits de basse qualité sur son territoire. Les revenus touristiques devraient donc augmenter de 5,2% en 2017 à Maurice, en même temps que le nombre de touristes. L'île espère dégager cette année un bénéfice d'environ 58,8 milliards de roupies, soit 1,15 milliard de dollars contre 55,9 milliards de roupies en 2016. Ceci représente une très légère augmentation par rapport aux prévisions initiales qui tablaient sur 58 milliards de roupies. En ce qui concerne le nombre de touristes, le pays en a attiré 625 859 au premier semestre 2017, en hausse de 6,7% par rapport à 2016. Il faut ajouter qu'au cours de cette même période, les revenus du tourisme ont bondi de 7,8% pour s'établir à 29,31 milliards de roupies, soit donc 848 millions de dollars. L'Agence américaine pour le commerce et le développement a concédé une subvention de 1,05 million de dollars à la Zambie. Cette subvention est destinée à appuyer une étude de faisabilité et les coûts connexes de la réalisation de la première centrale éolienne du pays. D'une capacité de 500 gigawatts, cette centrale devrait coûter environ 275 millions de dollars et son financement sera assuré entre autres par Access Power, un développeur de projets d'énergie renouvelable. Je le disais en titre, la filière pommes de terre prendra bientôt une nouvelle ascension au Rwanda. Un projet de 120 millions de dollars est en cours de finalisation dans le pays pour justement booster cette filière. Piloté par le gouvernement rwandais et la firme nigériane Black Peace Africa, le projet de valorisation de la filière pommes de terre qui sera bientôt lancé au Rwanda couvre une période de 5 ans et s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Estimé à 120 millions de dollars, ce projet comprend un volet production dont la mise en œuvre devrait permettre de faire passer le rendement de la pomme de terre de 15 tonnes par hectare à 35. Ce volet va bénéficier de 166 000 hectares de terres favorables à la culture dans la province du Nord. Le deuxième volet, celui de la transformation, permettra la mise en place de 2 usines dans la zone économique spéciale de Kigali et dans le district de Nyabiou. La première est dédiée à la production de frites congelées et la seconde à la fabrication des produits à base de pommes de terre, notamment les flocons et les chips qui seront écoulés sur le marché africain et au Moyen-Orient. Dans l'ensemble, ce projet devrait permettre de transformer à ses débuts entre 80 000 et 100 000 tonnes de pommes de terre et de récolter 10 millions de tonnes du tubercule au cours de 5 premières années de mise en œuvre. Avec une production annuelle d'environ 2,3 millions de tonnes, le Rwanda est l'un des plus gros fournisseurs de pommes de terre d'Afrique de l'Est. Il cultive essentiellement la pomme de terre irlandaise. 450 millions de dollars, c'est l'appui financier que le Royaume-Uni entend apporter à la Tanzanie pour appuyer des projets dans plusieurs secteurs, notamment
la qualité de l'éducation, le renforcement des infrastructures routières et portuaires, sans oublier le secteur agricole et agroalimentaire, à travers notamment la rénovation et l'érection de nouvelles usines de traitement de viande et de coton. Le Royaume-Uni, qui est le premier investisseur étranger de la Tanzanie, apporte ainsi son soutien aux efforts de développement de ce pays. De quoi donc encourager le gouvernement Magufuli à poursuivre la lutte contre la corruption enclenchée depuis quelques mois. Justement, dès le mois de décembre 2017, l'Afrique de l'Ouest va disposer de sa première ligne de métro. C'est le Nigeria qui s'honore d'abriter cette infrastructure. Elle sera mise en service à Abuja, la capitale politique du pays. D'un coût global de 823 millions de dollars, cette ligne de métro, actuellement en cours de finalisation, est longue de 45 km et comporte 12 arrêts. Des trajets tests seront organisés au mois de novembre prochain pour jauger l'infrastructure et les lignes seront ouvertes à l'usage du public en décembre 2017. En attendant l'inauguration de cette ligne de métro, le Nigeria va en guerre contre les importations des produits de mauvaise qualité. Pour y parvenir, le pays s'est associé à la Chine et bénéficie de l'appui du président de la Chambre de commerce chinoise du Nigeria. Les produits de mauvaise qualité ne sont plus les bienvenus au Nigeria. Le gouvernement du président Muhammadu Buhari va en guerre contre leur importation avec l'appui de la Chine, représenté par le président de la Chambre de commerce chinoise du Nigeria. Selon ce dernier, la plupart des produits de basse qualité importés au Nigeria ne sont pas fabriqués dans l'empire du milieu, contrairement à la croyance populaire. À l'en croire, les produits chinois sont d'excellente qualité car la Chine a imposé des normes très strictes sur ses fabrications. La Chambre de commerce chinoise du Nigeria s'est d'ailleurs associée à la Standards Organization of Nigeria pour mettre en place plusieurs mesures destinées à juguler l'entrée des produits de mauvaise qualité dans le pays. Il s'agit entre autres des sanctions à l'encontre des personnes facilitant leur importation et la sensibilisation des compagnies exerçant sur le territoire nigérian à prioriser l'achat d'articles de qualité. Notons que 40% des appareils électriques importés au Nigeria sont défectueux alors que certains produits alimentaires non certifiés passent les frontières du pays, exposant ainsi les populations au danger. Après le Nigeria, direction Djibouti pour nous intéresser aux perspectives de croissance de ce pays. C'est après une petite pause. Et nous retrouvons Casimir Pédiop pour en discuter. Casimir, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, malgré les difficultés économiques qu'il y a en général au niveau de la Corne de l'Afrique, on constate que Djibouti affiche quand même de belles perspectives économiques. Bien sûr Inès, il faut dire que c'est ce qui ressort donc du rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques 2017 que nous avons commencé par étudier depuis un certain temps. Et Djibouti s'affiche donc comme le troisième pays donc, au niveau de l'Afrique, ça il faut le préciser, et le 11e donc, au monde a affiché de très belles perspectives en termes donc, de relance de son économie, en termes donc, de mieux-être de la population, mais également en termes donc, de locomotive d'une région. Et ici, la région, c'est la Corne de l'Afrique qui, jadis, était en proie à beaucoup donc, de crises, que ce soit sur le domaine politique, social que économique. C'est pour ça justement qu'on est étonné que Djibouti affiche de belles perspectives. Hein? Bien sûr, Inès. Et donc, ceci est possible grâce à la vision donc, des gouvernants qui ont donc compris que la situation a trop duré et qu'il faut travailler. Il faut déjà dire qu'il y a des conditions donc, à l'international favorables donc, à cette vision. Il n'y a qu'aujourd'hui, beaucoup d'économies sont en train de reprendre donc, le souffle. Il n'y a que beaucoup de pays également envisagent poser leurs valises au niveau du continent africain, notamment au niveau de l'Asie, avec la Chine et certains pays qui l'entourent. Il y a également la Suisse aujourd'hui qui pense que la Corne de l'Afrique a de très belles perspectives en termes de relations économiques. Et donc tous ces pays-là sont en train d'envisager poser leurs valises à Djibouti pour encourager les producteurs, pour encourager l'économie locale, mais aussi pour permettre donc aux multinationales
déjà sur le plan local de mieux se porter. Et Djibouti a engagé donc une expansion économique qui pourra lui permettre d'avoir d'ici 2035 de très belles notions en termes économiques, de très belles de très bons résultats en ce qui concerne donc la relance de son économie qui a été éprouvée, ça il faut le dire, par les crises au niveau donc de la politique et aussi de l'insécurité dans la région. Et quels sont les atouts sur lesquels le pays compte pour atteindre ses objectifs de développement? C'est déjà, comme je le disais, la réforme au niveau de l'État, l'État qui envisage donc investir énormément dans la reconstitution donc de la structure économique de l'économie, pas déjà l'investissement au niveau des infrastructures ferroviaires, au niveau des infrastructures portuaires, mais aussi au niveau donc de l'hydroélectrique. Djibouti aujourd'hui veut se doter donc d'une politique pouvant lui permettre de disposer de suffisamment d'énergie électrique, pouvant permettre aux PME et aux PMI de mieux disposer de cette ressource-là pour pouvoir impacter davantage l'économie. Djibouti aussi, c'est les réformes au niveau donc du secteur privé, notamment en ce qui concerne donc l'impulsion du dynamisme au niveau des entreprises pouvant permettre de capitaliser beaucoup donc de ressources et réduire le taux de chômage au niveau du pays qui est des plus élevés. Il faut également dire que Djibouti est en train de travailler pour réduire donc son taux d'endettement qui aujourd'hui est des plus élevés dans la région, environ, on parle de 79,5% en termes d'endettement pour une moyenne de 70% du PIB. Djibouti a donc crevé le plafond. Je parle de 2016 et pour 2017, déjà on annonce 81,5% en termes d'endettement. Donc il va falloir travailler pour davantage renforcer le produit intérieur brut, pour diminuer donc ce ratio-là. Djibouti aussi a compris aujourd'hui que le partenariat public-privé en ce qui concerne donc l'économie est une chose, est une opportunité qu'il faut envisager. Donc Djibouti est en train de se relancer là. Alors pour le reste, les autres pays qui entourent donc Djibouti pourront se greffer sur ce modèle économique et voir en quelle mesure ensemble ils pourront donc impacter. En tout cas, pour le compte déjà de 2016, le pays a pu afficher 6,5% en termes donc de croissance du PIB, de son PIB, ce qui serait réédité pour le compte de l'année 2017 et on envisage déjà un taux de croissance de 7% pour 2018. C'est déjà bien en termes donc d'informations sur le pays et je crois qu'avec beaucoup plus donc d'optimisme, j'allais dire, Djibouti pourra donc atteindre les performances de la Banque mondiale d'ici 2035. Mais Kazmi Kedjo, que dire exactement de l'extrême pauvreté et du chômage qui sévissent quand même et qui constitue un frein pour ce pays? Oui, Inès, il faut déjà dire que c'est la goutte d'eau ici qui va un peu envenimer la situation. Djibouti, ce n'est pas donc la lune de miel, en tout cas pour la population, l'extrême pauvreté, comme vous l'avez dit. Et c'est les affres donc des crises économiques, des crises surtout politiques que le pays a connues, et aussi la région, parce que quand on parle de Djibouti ici, le pays voisin, c'est la Somalie, et vous savez ce que c'est que la Somalie en termes d'insécurité alimentaire, en termes d'insécurité politique, et donc tout ça se répercute sur les pays voisins. Djibouti n'a pas échappé à ça. C'est également la sécheresse qui décime donc l'agriculture et donc tout ça combiné, ça ne donne forcément pas une très bonne perspective. En tout cas, toujours les pays africains n'ont pas pu jumeler donc la croissance, la forte croissance au niveau de l'État et donc l'indice de développement humain, les IDH, beaucoup de pays peinent à trouver donc cet équilibre entre le mieux-être de la population et donc les performances économiques. Alors Djibouti va travailler beaucoup pour renforcer donc cet indicateur-là. Je veux parler donc de l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à un certain nombre de choses au niveau de la couche juvénile, lutter contre le taux de mortalité infantile très élevé au niveau donc du pays à cause donc de tout ce que nous venons de citer. Et donc, je crois que c'est un peu difficile de concilier donc cette bonne vision, cette perspective économique-là à tout ce que le pays connaît et continue donc pas à connaître en termes donc de chute de sa population. Il serait un peu hasardeux de pouvoir déjà dire que ces affres sociaux-là pourront être corrigés d'ici les 5 prochaines années. Mais toujours est-il qu'on regarde quand même de très bons espoirs pour ce pays qui est en train de comprendre l'enjeu de l'émergence au niveau de l'Afrique. Ce pays aussi qui envisage de devenir plus développé d'ici à 2035, on y croit ou pas?
On y croit, Inès, on y croit surtout vu l'engagement pris par les autorités, par les structures, donc travaillant sur les indicateurs macroéconomiques. Et surtout, il y a un partenaire stratégique ici, la Suisse, qui est en train donc de travailler énormément au niveau de la Corne de l'Afrique pour pouvoir impacter davantage l'économie des pays de la région. Je crois que beaucoup, on va croiser le doigt pour un pays comme Djibouti qui pourra peut-être nous surprendre d'ici à là. Rendez-vous donc en 2035 pour faire le bilan. Mais avant, on continue l'émission. Merci beaucoup, Casimir Kouidia. On continue l'émission et on se retrouve demain pour une autre édition.